Merci beaucoup à l'association Vera. Je précise que j'ai aussi été, et c'est important pour le sujet, conseiller politique de deux ministres s'intéressant à la question libyenne, évidemment, deux secrétaires d'État à la Défense, ce qui me donne évidemment, en complément de mon ami et collègue Jawel Arkaoui, une dimension peut-être plus défense et peut-être plus française, la manière dont le dossier libyen a été traité suite donc à l'intervention de 2011. Il se trouve que j'étais en cabinet ministériel, donc j'ai un petit peu vécu ça de l'intérieur. Situation politico-sécuritaire actuelle en Libye. Alors, peut-on parler d'une situation avant Berlin II? Vous savez que s'est tenue il y a quelques jours, le 23 juin dernier, une deuxième conférence, la première ayant eu lieu le 19 janvier dernier, de nouveau à Berlin. Ce n'est qu'une parmi les nombreuses initiatives diplomatiques. Il y avait eu de précédentes initiatives. D'ailleurs, la France n'était pas en reste, puisqu'elle avait déjà elle-même lancé plusieurs initiatives à la Celle Saint-Cloud, à l'Élysée, entre 2018 et 2019. Il y avait eu une conférence à Palerme dans la foulée en Italie et aux Émirats arabes unis. Mais la dimension de cette conférence à Berlin II prend une dimension un petit peu particulière, car il s'est passé beaucoup d'événements entre la première réunion de Berlin, donc en janvier, et la deuxième en juin. Il s'est passé premièrement, un certain nombre d'événements politico-militaires, comme vous m'incitez à y répondre. Un cessez-le-feu. On y reviendra pour savoir si ce cessez-le-feu est globalement respecté, malgré quelques tensions que l'on peut pressentir ces dernières semaines, notamment aux frontières, notamment à la frontière entre la Libye et l'Algérie. On y reviendra, et je pense que Jalel a une question précisément sur cette question. J'en veux pour preuve la grande tension née de la reconnaissance implicite du caractère de l'agenda militaire de l'Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune, lors d'une interview à la chaîne Al Jazeera, a confirmé le fait qu'il était sur le point d'envoyer des troupes algériennes si les troupes du maréchal Haftar, lancées dans son offensive depuis avril 2019, s'étaient rapprochées trop près, pour ne pas dire avaient franchi une ligne rouge qu'il estime être son interland par rapport aux 1000 km et quelques de frontières entre les deux pays. Mais il s'est effectivement passé cet événement qui, depuis le 23 octobre 2020, sous un mentoring de la communauté internationale, ce serait peut-être abusé, en tout cas avec une forte un consensus, un caractère un petit peu consensuel de la part des principaux mentors, que ce soit la Turquie d'un côté ou la Russie de l'autre, et peu ou prou, ce cessez-le-feu a permis les avancées politiques sur lesquelles je vais prolonger mon intervention. Sur la situation politique, on a eu un changement majeur. Et peut-être que l'on pourrait y revenir tout au long du débat comme une file d'Ariane, là où il y avait une conflictualité entre l'Est et l'Ouest de la Libye. Souvenons-nous que le précédent gouvernement de l'accord national, celui issu d'un fragile consensus de la communauté internationale, une résolution onusienne qui le met en place à partir de mars 2016, néanmoins, il y a toujours eu cette césure entre l'Est et l'Ouest, entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Je n'oublie pas évidemment la zone de conflictualité entre les deux, qui est le Grand Fezzan, la zone du Grand Fezzan dans le sud libyen. Mais néanmoins, ce qui a changé, c'est qu'il s'est tenu à Genève, le 5 février dernier, une sorte de consensus politique, on pourrait appeler ça un aggiornamento politique, où l'ensemble des partis ont décidé de s'unir. Là aussi, peut-être que les mots dépassent ma pensée, de s'unir peu ou prou dans un gouvernement de transition dont l'objectif est d'aller vers des élections inclusives. C'est le langage onusien, dont le but est qu'elles se tiennent, on y viendra sans doute, le 24 décembre prochain, avec un certain nombre de préalables, un gouvernement d'union nationale et non pas un gouvernement né d'un accord national, d'où l'appellation GNA et désormais GNU, évidemment avec une copie plus ou moins accomplie, puisque l'ONU précisait que ce gouvernement inclusif devait contenir 30% de femmes. On en est un peu loin, 15% pour l'instant, mais enfin, il faut néanmoins se féliciter qu'un certain nombre de femmes, en l'occurrence, j'ai sous la liste 5 femmes appartiennent à ce gouvernement, notamment Najla Mangouche, c'est important puisqu'elle était représentante du gouvernement d'accord national avec le Premier ministre Abdelhamid Dabeiba à Berlin. Donc bref, il y a un consensus qui est né de l'élection
majoritaire d'une liste composée donc de 4 noms qui constituent un conseil présidentiel dans lequel toutes les tendances seront présentées, l'Est, l'Ouest et le Sud. Le représentant de Tobrouk, qui est le président du conseil présidentiel, Mohamed Al-Menfi, ex-ambassadeur de Libye en Grèce, un représentant de Tripoli, ou en tout cas qui jouit d'une certaine légitimité au sein de la région de Zawiya, Abdullah Al-Lafi, et bien évidemment un représentant, comme je vous le disais, du Sud, puisque c'était sans doute là aussi où le bas blessé jusqu'à présent, avec cette dimension d'une représentativité des Toubous, notamment, et peut-être une sous-représentation des Touaregs avec Moussa Al-Koni, et puis bien sûr le 4e larron, si j'ose dire, Abdelhamid Dabeiba, qui lui vient de Misrata, donc représentant peu ou prou la continuité de ce qu'était le gouvernement d'accord national avec Fayez El-Sarraj. Ce que je viens de dire est le verre à moitié rempli, le moyen à moitié vide, c'est que là où il y avait une confrontation en dehors de Tripoli, il y a désormais une confrontation dans Tripoli, au sein même de ce gouvernement, avec peut-être des options diplomatiques et sans doute des parrainages qui restent les mêmes. On y reviendra sans doute par rapport à la question de l'ingérence. Quand j'évoquais le fait qu'on peut parler d'un avant-Berlin et d'un avant-Berlin II, et d'un après-Berlin II, disons que la communauté internationale, en parlant diplomatiquement, les 21 représentations diplomatiques qui étaient présentes, c'est quand même la première fois qu'on invite, à côté de la représentation internationale, des représentants libyens. Donc il faut quand même avoir la naïveté de penser que, même si Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain, qui a boycotté cette réunion pour se venger du fait que lors de la première réunion, il n'a pas été invité, avait eu cette formule: il n'y a pas de solution berlinoise à un problème d'Afrique du Nord. Je partage ce point de vue, mais néanmoins, il faut quand même se féliciter qu'une représentation officielle, donc née de ce forum de dialogue politique libyen et donc de l'élection du 5 février 2021 de ce gouvernement de transition, soit représentatif. Mais néanmoins, entre Berlin II et ces derniers jours, parlons du verre à moitié vide. Il y a de nouveau une tension. C'est tenu depuis maintenant une dizaine de jours à Genève les réunions, ce qu'on appelle les réunions du comité militaire conjoint, rassemblant 5 représentants de l'armée nationale libyenne et 5 représentants de feu gouvernement d'accord national et désormais gouvernement d'union nationale, pour effectivement s'entendre de manière technique sur la fin de l'ingérence internationale, sur la nécessité d'avoir une armée coordonnée, pour la nécessité de penser, langage de nouveau onusien, à une réforme du système de sécurité ou à une démilitarisation, une démobilisation par rapport aux nombreuses ingérences extérieures. Le chiffre onusien est sans doute sous-représenté, on parle de 20 000, c'est peut-être oublier les quelques 17 000, 15 000, 17 000 Tchadiens, mais là-dessus, je vous conseille vivement l'excellente lecture de l'article de Djalal avec mon collègue et ami néanmoins ami commun Rémi Carayol, article qu'il a sorti dans Orient 21, qui fait bien la jonction entre la conflictualité tchadienne, historique, trentenaire, et la conflictualité libyenne. Vous trouverez ça, l'article, Jalal me corrigera, date du 30 juin dernier, Orient 21, avec un titre ô combien emblématique: la mort d'Idriss Déby est une affaire tchadienne, pas un complot russe. Cela permet effectivement d'anticiper sur un certain nombre de questions que vous allez nous poser plus tard. Donc, un comité militaire conjoint dont le but était en gros d'harmoniser de manière opérationnelle des décisions qui avaient été prises sur le plan politique, et pourtant, les promesses faites notamment par Abdelhamid Dabeiba, solennellement promettant ou justifiant le fait que les élections pourront se tenir le 24 décembre, semblent un peu être totalement remis en cause, avec un certain nombre de pressions, notamment de la part de ses soutiens à Tripoli, qui ont un peu remis en cause cet agenda en disant que matériellement ces élections ne pourront pas tenir, qu'il faut que la communauté internationale, parce qu'elle a promis cette somme de 189 millions d'euros, puisse l'abonder concrètement. Et cette conférence de Genève semble un peu boucher les espoirs qui faisaient que l'on allait s'acheminer vers cette élection du 24 décembre, avec le préalable évidemment ô combien important qu'avant de procéder à les élections, encore faudrait-il que le recensement soit fait et que soit conforme à la réalité de la population libyenne et qu'il soit validé par toutes les parties, et encore faudrait-il que l'on s'appuie sur une constitution.
Est-ce la constitution d'avant la révolution du colonel Kadhafi? Est-ce la constitution qui est issue de la transition politique entre 2011 et 2013? Là aussi, le travail préalable semble loin d'être fait, puisqu'il faut, d'ici octobre, procéder à un référendum pour valider une nouvelle constitution permettant ce processus électoral. Donc tous ces obstacles font qu'on peut évidemment parler d'un statu quo armé. Je m'arrêterai là avec évidemment les différentes questions que vous allez continuer à me poser, en mettant en avant peut-être un deuxième élément qui me semble important, l'implication qui n'est pas que formelle des États-Unis, ou le retour de l'implication des États-Unis qui se concrétise de manière très singulière avec la nomination d'un représentant spécial américain. C'est la première fois que les États-Unis ont un représentant spécial en la présence de l'ambassadeur Richard Norland, nommé en mai dernier, ce qui, d'une certaine façon, nous a un peu provoqué ou a un peu induit le fait que nous devions aussi avoir l'équivalent, puisque maintenant, Paul Soler a ce titre de haut représentant de la France pour la question libyenne, à côté évidemment du traitement à la fois élyséen, présidentiel et ministère des Affaires étrangères. Et puis bien évidemment un activisme politique, et j'en terminerai par là pour ne pas trop obérer le temps, qui se concrétise à l'heure où nous parlons, puisque le chef des services de renseignement égyptien, Abbas Kamel, est actuellement à Washington, et qu'il y a quelques heures, le Conseil national pour la sécurité américain, Jake Sullivan, a rencontré le vice-ministre de la Défense saoudien, le frère de Mohammed Ben Salman, Khaled Ben Salman, où il fut question de l'implication attendue de la part des États-Unis. C'est une demande qu'ils ont faite à leurs partenaires saoudiens pour être de plus en plus impliqués. Ce qui est vrai pour l'Arabie saoudite, l'Égypte, est également vrai avec les Émirats arabes unis, où le message a également été passé par Joe Biden auprès du prince héritier Mohammed Ben Zayed d'abonder dans les différentes résolutions, notamment la résolution 2570 et 2571, c'est-à-dire la fin de l'ingérence extérieure. Mais ça, c'est une question que je laisse ouverte pour la suite de l'interrogation. C'est le titre d'un article, je vois que vous avez bien fait votre travail, que j'ai rédigé effectivement, que vous pouvez vous procurer ou lire en ligne, je crois qu'il est accessible en ligne, de la revue France Forum, dont je suis membre du comité de rédaction par ailleurs, numéro 80, datant d'avril, où j'essayais modestement de faire un petit peu la liste à la Prévert de toutes les ingérences des nombreux facteurs qui impactent sur la question de la stabilisation libyenne. Cet article, d'une certaine façon, anticipe, et je vous incite aussi à vous le procurer. Je vois que vous faites très bien votre travail, puisque je vois qu'en même temps, il y a les références qui sont formulées, avec la perspective d'un numéro spécial de la revue Confiance méditerranéenne, avec notre collègue Bara Michael, le collègue de Jalel et de moi-même, qui porte aussi sur cette même question, avec ce titre « La Libye, une faillite révolutionnaire ». L'appel à contribution a été lancé et ce numéro de la revue, donc la revue de l'IREMO, sortira en septembre prochain. Et j'essayais d'expliquer en quoi, comme auparavant le Yémen, à partir de 2015, comme auparavant la Syrie, et après tout, comme aussi après la révolution au Soudan, le Soudan et peut-être même la Somalie, la Libye était devenue le terrain de confrontation d'alliés ou de partenaires qui se sont un petit peu querellés dans d'autres théâtres. Prenons par exemple les soutiens du gouvernement d'accord national devenu gouvernement d'union nationale, notamment les deux principaux soutiens. On pourrait rajouter l'Italie, mais j'y reviendrai sans doute. Évidemment, la Turquie et le Qatar, la conjonction d'agenda entre les deux n'est pas étrangère à la conflictualité exportée née de la césure qui s'est créée à partir de juin 2017 au sein du Conseil de coopération des Golfes entre le quartet, donc nommément Bahreïn, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte, sur fond d'opposition ou sur fond d'accusation d'un caractère trop fréro-musulman ou d'un agenda diplomatique fréro-musulman, évidemment lié au Qatar, et que d'aucuns perçoivent aussi à travers une politique néo-ottomane liée à cette politique, ce proactivisme diplomatique de l'AKP. Il n'est pas étonnant que le gouvernement de Fayez el-Sarraj ait signé le 27 novembre 2019 un accord économique, un accord de délimitation économique et militaire du reste, et qui justifie
du point de vue de la Turquie, l'envoi de troupes officielles, contrairement à la Russie. Et donc, d'une certaine manière, le soutien d'un côté, Turquie et Qatar, voit le pendant ou son pendant de l'autre côté, évidemment avec les Émirats arabes unis, qui ont de nombreuses bases en Libye ou en Égypte, et bien évidemment avec l'Égypte en tant qu'elle, qui vient juste d'ouvrir une base, une méga base, ça s'appelle la base du 3 juillet, nommément le 3 juillet, qui confirme le fait que l'Égypte, comme l'Algérie, sont des acteurs de voisinage armés particulièrement impliqués à la frontière entre les deux pays, les deux plus grandes frontières partagées par la Libye, avec donc cette ingérence du voisinage éloigné, Turquie, Qatar d'un côté, Émirats arabes unis, et d'une certaine façon l'Arabie saoudite un peu moins, bien sûr, avec la Russie qui prête par le biais de ses supplétifs de la SMP ou de l'entreprise de sécurité et de défense, l'entreprise privée de sécurité et de défense Wagner, qui est un autre facteur d'ingérence. Mais encore une fois, n'oublions pas que quand on évoque l'ingérence de Wagner, les 700, 800 supplétifs ou sous-traitants russes, ils ne sont pas d'ailleurs tous russes, Wagner est une compagnie russe, mais ils ne sont pas tous russes. On en oublie, et bien évidemment, avec les supplétifs importés, littéralement transportés par le biais du MIT, donc le service de renseignement turc, de la Syrie vers la Libye, on en oublierait presque, comme je le disais, les quelques 15 000 ou 17 000 rebelles tchadiens qui ont trouvé refuge en territoire tchadien. On en oublierait presque les quelques 10 000 ou certains disent 15 000 Soudanais. Le Soudan a été appelé, là aussi, à être particulièrement actif et particulièrement réactif, d'une certaine façon, on a mis en condition le soutien financier que la France entend apporter au Soudan. Ce fut l'objet de la réunion consacrée à l'effacement partiel de la dette soudanaise, les 60 milliards d'euros. C'est pour ça que le président de la transition, Al-Bourhan, et le Premier ministre, Abdallah Hamdok, étaient à Paris le 18 mai dernier. On oublierait presque aussi les supplétifs, à côté des supplétifs russes, ou en tout cas financés par les Russes, des supplétifs yéménites ou des supplétifs syriens, qui là, pour le coup, sont envoyés au gré du, pour ne pas dire des supplétifs, osons les appeler comme tels des mercenaires. Donc, c'est beaucoup plus que les 20 000 que l'ONU met en exergue. Et c'est pour ça que j'évoquais le fait qu'il y avait cette externalisation ou cette internalisation du conflit. Et je termine rapidement en oubliant presque que l'Italie aussi est impliquée, beaucoup plus que la France. On y reviendra sans doute dans votre question, puisque la task force Hippocrates est souvent oubliée, mais il y a quand même 300 soldats italiens. Cela aussi peut être un élément qui complexifie encore plus le dispositif. Bonsoir à tous. Merci à l'association GRA de m'inviter. Merci de votre intérêt et du fait de prendre la discipline géopolitique au sérieux comme ça. Et merci de m'avoir associé à Emmanuel Dupuis. C'est toujours un plaisir. La grande caractéristique de ces deux pays qui sont ni africains, ni arabes, ni européens, ces deux grandes puissances eurasiennes, la Turquie et la Russie, c'est le fait d'avoir eu une audace, c'est de constater que les autres nations n'envoyaient pas de présence au sol, de troupes, et donc ont décidé, par des moyens qui ne sont pas tout à fait conventionnels, mais en contraste avec les autres nations, elles ont trouvé un degré d'audacité et donc d'affirmation et de capacité à influencer qui est supérieur, puisqu'il s'agit d'interventions qui, dans l'absolu, sont clandestines et non avouées, en partie en tout cas, et complètement dans le cas des Russes. Vous ne pourrez jamais faire admettre à un fonctionnaire russe qu'il y ait que d'abord la mission Wagner existe, et si vous parveniez
à faire admettre cette existence, vous ne pourriez jamais faire accepter l'idée qu'il y ait une coordination avec le Kremlin. Donc, il y a un degré de clandestinité qui n'est pas le même entre les deux nations, mais toujours est-il que même si c'est clandestin, c'est beaucoup plus franc que ce que peut faire typiquement une nation européenne, par exemple, ou occidentale d'une manière générale. Il y a eu effectivement des présences américaines et italiennes à Misrata, mais ce sont des présences militaires qui ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent pas bouger. Et les Italiens sont extrêmement peu mobiles et ne peuvent pas, sont restés complètement passifs pendant toute l'offensive de Haftar en 2019-2020. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une mission russe qui comporte 3000 citoyens russes. C'est quand même très important. Je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de consensus de l'ONU qui circule, qui dit entre 800 et 1200. Il y a eu une interview de Hassan Salamé il y a quelques semaines qui non seulement maintient ce chiffre de 1200 qui est totalement faux, totalement sous-estimé, mais en plus, il y a tout un paragraphe de la part de Hassan Salamé qui explique pourquoi ce n'est pas des mercenaires. Ce sont des mercenaires, ce sont des Russes, et ils sont quelque part entre 2800 et 3000 à peu près, et qui en plus se sont chargés, parce que les tueurs russes sont une denrée rare en Afrique, et ils sont arrivés finalement à conclure une espèce d'affaire avec les Émiratis et Haftar pour trouver comme ça cette solution qui consiste à amener des combattants sunnites de Syrie. Il y en a à peu près quelque part entre 2000 et 2500 et qui donc font partie, en tant que chair à canon, qui font partie de la mission Wagner. Il y a quand même une douzaine d'avions de guerre. C'est une petite armée, c'est quelque chose d'important qui doit coûter, je pense en termes de coût, quelque part entre 30 millions et 80 millions de dollars par mois. Du côté turc, il y a déjà à peu près 800 officiers turcs. Donc, ce ne sont pas des mercenaires, ce sont réellement des agents de l'État turc. Une partie sont simplement des réguliers de l'armée et une autre partie, ce sont des espions. Il y a une forte pénétration en termes de renseignement. Par exemple, le système de télécommunication est complètement pénétré par les Turcs en Libye. Et ils ont aussi leur supplétif syrien, la plupart des Turkmènes, et qui sont au nombre aujourd'hui d'environ 4000, en sachant que ce nombre avait atteint un paroxysme d'environ 7000, 7500 en mai 2020. Et il n'y a pas forcément une intention. Je ne sais pas pourquoi certains fonctionnaires français ont donné des interviews comme ça anonymes en disant que la Turquie allait sans doute réduire ce chiffre. Peut-être qu'elle le fera, peut-être qu'elle ne le fera pas, mais pour l'instant, il n'y a aucun signe tangible comme quoi ce nombre de 4000 va forcément s'estomper ou diminuer dans les mois qui viennent. Donc, ces deux présences, elles permettent d'abord d'affirmer un agenda politique, parce que les deux ont cette caractéristique, c'est qu'elles sont vitales pour la faction qu'elles soutiennent. Donc, il y a eu quelques commentaires, par exemple, dans un article de Bloomberg en mai, qui ont été récoltés auprès d'un officier de l'armée de Haftar, et qui prétend que l'armée de Haftar souhaite le départ des Russes. Cela est par construction impossible, parce que si les Russes venaient à disparaître, eh bien, en quelques mois, vous auriez une guerre en Cyrénaïque, et une guerre qui serait, selon toute vraisemblance, perdue par le camp de Haftar, qui ne pourrait pas tenir sans ce mur, sans ce véritable rempart, cette espèce de service de protection qui est fourni par Wagner. L'autre caractéristique de la présence des Russes, c'est qu'elles ne sont pas au service des Libyens. Il n'y a pas, par exemple, il y a certains soldats d'une brigade de Haftar qui ont été attaqués, dont un a été même tué à Joufra parce qu'il s'était approché de certains quartiers russes de la base de Joufra. Donc, de la même manière qu'un Libyen ne peut pas s'approcher de la base turque de Al-Watiya, qui est à côté, donc pas loin de la frontière tunisienne, de la même manière, les
les hommes de Haftar, leur opinion n'a strictement aucune incidence sur quasiment sur le comportement des Russes sur le terrain. Donc, il ne faut pas imaginer que les Russes sont au service de Haftar et que les Turcs sont au service de Tripoli. Il y a une dimension de coercition qu'il convient de garder à l'esprit. C'est pas un festival d'amitié. Les forces, disons, de proxy, comme on dit en anglais, ne sont pas des forces, surtout dans un pays aussi riche en opportunités et aussi vaste que la Libye. Les proxys ne vous obéissent pas. Donc, une des raisons pour lesquelles vous utilisez la force, c'est pour vous faire entendre par le camp que vous aidez. De la même manière, si vous avez une baguette magique et vous faites disparaître la mission turque entièrement à l'ouest, il y aurait à nouveau une nouvelle offensive contre Tripoli et qui serait sans doute gagnée cette fois-ci. Parce que, à cause des divisions au sein de la Tripolitaine qui ont été évoquées très justement par Emmanuel tout à l'heure, et surtout parce que la quantité d'armes et d'équipements, et surtout en termes de discipline, je dirais que d'une certaine façon, l'armée de Haftar est peut-être un peu plus disciplinée à certains égards aujourd'hui qu'au moment de sa débâcle en juin 2020. Donc, à quoi ça sert d'être présent? D'abord, ce sont deux pays qui... excusez-moi. Ce sont deux pays qui sont intéressés à projeter une présence dans le reste du continent africain dans les décennies à venir. Donc, c'est important de garder cette unité de temps. C'est vraiment, il faut réfléchir en termes de décennies, alors que les Européens ont tendance à penser en termes de trimestres. Il faut, pour les deux nations, il y a un désir d'exporter. Exporter du grain pour les Russes, exporter des armes pour les Russes, mais aussi exporter des produits manufacturiers et une capacité à construire des infrastructures de la part des Turcs qui est très appréciée, de plus en plus appréciée en Afrique. Donc avoir une présence dans un pays qui est très peu démographiquement dense comme la Libye, cette espèce c'est une expression cliché que je vais utiliser, c'est vraiment le ventre mou pour pouvoir avoir accès au centre de l'Afrique et au restant du continent. Les deux pays ont un point de vue qui finalement est très similaire. Donc c'est un peu un territoire, si vous voulez, qui non seulement est commode, il est commode à maints égards, je ne vais même pas faire la liste. D'abord, c'est un échec occidental, c'est un pays qui est peu densément peuplé, c'est un pays extrêmement riche qui vous paye pour être présent sur une plateforme dont vous avez besoin pour le restant du continent. Donc, c'est vraiment, il n'y a que demande le peuple. C'est très, très commode à plein d'égards. Et puis, finalement, j'affirme cette analogie entre les deux points de vue. Les deux points de vue, turcs et russes, ne sont pas tout à fait identiques, mais il y a des similarités. Donc, être présent militairement pour influencer la faction que l'on souhaite aider ou que l'on prétend aider avec une dimension de coercition, parce que si le gouvernement de Tripoli ne signe pas les 18 milliards ou les 20 milliards de dollars de contrats que la Turquie attend, il va y avoir des problèmes. Donc, même s'il y a des élections, il y aura toujours une forme de pression turque pour presser le citron et récolter l'argent qui est souhaité. Et il y a la même chose en utilisant des méthodologies différentes du côté russe. Donc, être présent en Libye, profiter économiquement et s'en servir comme d'une plateforme pour projeter la puissance un peu plus loin, au Sahel et au-delà. Il y a aussi il y a une façon de manipuler un petit peu les Occidentaux. Il y a ce jeu très, très ambivalent, très difficile à définir entre les Russes et les Turcs. La Russie est bien contente de voir qu'il y a un membre de l'OTAN qui pose autant de problèmes à l'OTAN, l'achat des missiles S-400 par Ankara, les scandales liés au détournement de sanctions de l'Iran. La Russie est très heureuse de garder ce lien avec la Turquie, même si elle s'y oppose dans plusieurs théâtres. Et la Turquie est extrêmement contente de pouvoir se servir de l'existence d'une menace, en tout cas théorique, à l'encontre de l'OTAN et se positionner comme un membre de l'OTAN qui a le courage, entre guillemets, aux yeux de Washington, pas aux yeux des Français, parce que pour les Français, la Turquie n'est même pas un membre de l'OTAN.
D'abord, la France ne voit pas la Russie comme une menace, et en plus de cela, elle ne reconnaît pas tellement l'appartenance elle ne reconnaît même pas la notion de l'OTAN comme quelque chose que l'on se doit de défendre dans un territoire comme la Libye. Donc, finalement, c'est le point de vue de Washington qui compte. Et aux yeux des décideurs de Washington, eh bien, les Turcs sont heureux de pouvoir se présenter comme des gens qui sont suffisamment, si vous voulez, audacieux pour être présents sur le terrain et venir endiguer une présence russe qui, il est vrai, aurait tendance à s'étendre si cette mission turque n'existait pas. Donc, c'est un petit peu la dynamique que je pourrais souligner. Je vais juste finir en disant que le troisième intervenant, le troisième interféreur, si vous voulez, la nation qui a été finalement, en termes d'ingérence et en termes de perturbation de la Libye la plus culottée, la plus conséquente, pendant plusieurs années, disons de 2013 jusqu'à janvier 2020, les Émirats arabes unis n'ont pas complètement cessé d'être actifs. Ils sont moins présents militairement sur le terrain, mais ils continuent à payer les mercenaires soudanais. Je vous renvoie au rapport de l'ONU, des experts de l'ONU sur le Soudan qui est sorti il y a quelques mois. Ils continuent à sans aucun doute payer les Russes. Je vous renvoie vers un rapport qui n'est pas de moi, mais qui est du Pentagone et qui est sorti en décembre 2020. Et surtout, il y a un activisme économique et un activisme politique en termes d'interférence, en termes d'influence. Il y a par exemple une influence émirati au sein de la société de pétrole, la Société nationale de pétrole libyenne, la NOC, aujourd'hui qui est supérieure à ce que c'était il y a 12 mois. Donc les méthodes émiraties changent, mais si vous voulez, l'orientation et cette détermination à continuer à influer persiste. Et si demain, il devait y avoir une régression vers un conflit chaud à nouveau, ce qui est un risque qu'il ne faut pas exclure, eh bien, on a bien vu la base militaire qui a été célébrée il y a 2 jours dans l'ouest égyptien. Il ne faut pas oublier que c'est une base qui a été en grande partie financée par les Émirats arabes unis. Il y a d'autres bases qui sont moins visibles, moins sexy, où il y a des mirages, où il y a des drones émiratis qui sont prêts à décoller si jamais il y a un retour au conflit. Donc, cette idée qui est souvent marketée dans les médias, notamment cette année, il y a eu des articles dans le Bloomberg, dans le Washington Post, dans le Financial Times, qui à chaque fois disaient que la philosophie des Émirats avait changé, qu'aujourd'hui, il y avait vraiment un esprit de colombe, d'amour de la paix et de retrait. Cela est simplement de la fiction. Il faut imaginer cette période de calme comme une période de calme, c'est-à-dire que c'est juste une parenthèse, et si le conflit en lui-même venait à s'intensifier et qu'il y a une opportunité pour faire une différence en agissant d'un point de vue un petit peu militaire, eh bien, le point de vue et la détermination des Émirats n'a pas changé. Donc, il faut cette idée de condominium russo-turc, c'est une idée fausse, puisqu'il y a toujours un troisième larron qui a toujours une incidence sur le comportement des Libyens. Ça ne veut pas dire qu'il y a une manipulation totale, mais disons qu'il y a 3 grands interféreurs et qu'il n'y en a que 2 qui sont souvent mentionnés parce qu'effectivement, c'est plus spectaculaire, c'est plus militaire. Voilà. L'Algérie ne peut pas jouer de rôle clé parce que pour les raisons que l'on vient de souligner, à partir du moment où il y a des avions de chasse ou des avions de guerre, disons en général, russes qui sont stationnés à 400 km de la frontière algérienne, ou peut-être un peu plus, parce que ces avions bougent, mais disons qu'il y a plusieurs bases russes aujourd'hui. Il y a Joufra qui est russe, il y a Khadem à côté de Benghazi qui est russe, il y a Gardabia qui est à Sirte qui est russe, il y a Al-Waw qui est dans le sud libyen qui est russe, il y a Tamen Hind qui est de plus en plus fréquenté par les Russes. La Russie est une puissance mondiale. C'est la plus petite, mais c'est une puissance mondiale néanmoins. Et donc, il y a cette utilisation de la violence, ou en tout cas des moyens de violence qui est dans le théâtre libyen, et donc juste à côté de l'Algérie. Il y a la même chose
de la part des Turcs. Il n'y a pas d'amitié militaire entre la Turquie et l'Algérie. Il y a effectivement une tendance à vouloir accepter la présence turque, mais vous savez, si l'Algérie n'avait pas accepté la présence turque, le résultat aurait été à peu près similaire à ce qu'on a vécu de toute façon. Je veux dire, il y a une obligation d'utiliser des moyens militaires affirmés que l'Algérie ne peut pas se permettre aujourd'hui, d'autant qu'il y a une situation de calme. Donc, je ne vois pas en quel nom ou en utilisant quel prétexte l'Algérie pourrait d'un seul coup non seulement contredire des décennies de tradition de non-interventionnisme, constitution ou non, hein, ça n'a rien à voir avec l'article qui aurait pu être ajouté le 1er novembre dernier. La tradition qui est donc internalisée par l'armée algérienne, elle ne peut pas aller d'un seul coup à l'aventure dans un pays qui en plus n'est même plus en guerre. La Libye n'est pas en guerre aujourd'hui. Elle est dans une situation de calme technique. Je ne vais pas appeler ça forcément de la paix. Je ne vais pas forcément appeler ça un respect du cessez-le-feu, mais toujours est-il qu'il n'y a pas d'échange de coups de feu. Il n'y a pas beaucoup de morts violentes. Il y en a même, pour ainsi dire, pas. Donc, l'Algérie, si vous voulez, elle a manqué le coche parce que d'un seul coup, pour s'exprimer en Libye, il faut soit beaucoup d'argent, soit une présence militaire substantielle. Et l'Algérie n'a pas beaucoup d'argent. Elle est même en crise économique, et elle n'a pas la tradition qui consiste à aller s'immiscer, surtout pas après les faits. Donc, je peux vous renvoyer aussi à un article qui est paru aujourd'hui à Orient 21, qui a été écrit par le professeur Ali Ben Saad de Paris 8, qui dit, en suivant d'autres arguments, à peu près ce que j'essaie de dire, c'est que l'Algérie ne peut pas avoir une grande influence par définition. Vous savez, si les Européens n'arrivent pas à avoir beaucoup d'influence en Libye, vous imaginez un pays qui est absorbé par ses propres soucis et qui n'a pas le même degré de richesse. Si l'Algérie peut sortir de ses frontières, elle le fera peut-être du côté du Mali, mais il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui. En Libye, c'est trop tard. Le paradigme, je suis tout à fait d'accord avec lui, ça s'adresse davantage à une justification d'un contingent algérien au sein de la MINUSMA et peut-être moins, contrairement à l'affirmation, peut-être exagérément invoquée par cette interview du président Tebboune à Al Jazeera. Mais néanmoins, il y a un autre élément qui fait que l'Algérie a un intérêt à perturber le système ou à être un acteur dans la stabilisation, c'est la volonté évidemment de marquer à la culotte la diplomatie marocaine. Et de ce point de vue, si le Maroc fait feu de tout bois, et on pourrait remonter au processus de Skirat en 2015, on pourrait remonter plus récemment au processus de Bouzlika, 2 stations balnéaires sur la côte marocaine, qui ont vu arriver un certain nombre d'ambassades, au sens littéral du terme, en l'occurrence avec des représentations entre guillemets les plus légitimes possibles, même si au regard du droit international, elles le sont peut-être moins. Le Parlement donc dit de Tobrouk, donc l'Assemblée des représentants libyens avec son président Aguila Saleh Issa et son pendant le Haut Conseil d'État qui est 6 à Tripoli, donc avec Khaled El-Mashri, on en est à Bouzlika 2, peut-être Bouzlika 3. Notez par exemple que Aguila Saleh Issa, après la réunion de Berlin, a tout de suite fait le déplacement à Rabat pour faire une conférence de presse conjointe avec Nasser Bourita. Et comme je vous le disais, le Maroc utilise l'agenda libyen, premièrement parce qu'il n'a pas été invité à Berlin en janvier et il en était fort mari, et deuxièmement parce qu'il n'est volontairement pas venu à Berlin 2. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y avait le drapeau marocain dans la salle, mais il n'y a pas la chaise occupée ou que devait occuper Nasser Bourita. Donc je pense qu'un élément intéressant par rapport à la réflexion, je partage le point de vue évidemment de Jalel en disant que je ne vois pas les Algériens premièrement vexer ceux qui vont leur fournir un certain nombre de matériel militaire dont ils ont besoin. Il ne vous aura pas échappé que la diplomatie turque passe aussi par une diplomatie militaire, et le fait que les drones Bayraktar TB2 que l'on va retrouver maintenant dans l'ensemble des forces armées, puisque les Tunisiens en ont acheté,
puisque les Turcs sont en train d'en vendre aux Marocains. Les Algériens, évidemment, ont fait une demande pour qu'ils aient aussi ce dispositif. Donc, premièrement, je ne les vois pas donc s'opposer ou rentrer dans cette configuration précisément. Et puis, bien évidemment, par rapport à ce qu'a évoqué Jalal sur la présence russe à proximité du bassin pétrolier de Murzouk, où effectivement on trouve des forces wagnériennes et émiraties. Et là aussi, évidemment, le télescopage serait trop compliqué à gérer. Mais néanmoins, je voulais apporter cet élément important. La diplomatie algérienne souhaite bloquer toute initiative de la part du Maroc et d'une certaine façon qui pourrait, si le président Kais Saïed est intelligent, profiter à la diplomatie tunisienne, au moins comme un lieu où l'on peut faire de la médiation, ou en tout cas faire de la médiation de proximité. Je ne vois pas ailleurs, je ne vois pas où on pourrait en faire d'autres. Ce n'est pas en Algérie. Le Maroc, évidemment, a tenté de le faire, comme je disais, avec cette représentation législative, qui s'inscrit en plus dans une forme de parallélisme, puisque ce n'est pas la diplomatie marocaine qui avait invité Khaled El-Meshri et Aguila Saleh Issa, mais bien les présidents des deux chambres, pour montrer qu'ils faisaient un dialogue entre représentations législatives, même si le Parlement de Tobrouk a été élu en 2014 et aurait dû être réélu, si mes calculs sont bons, en 2019-2020. Ceci étant dit, pour répondre à votre question sur le rôle de la France, et pour rebondir à une question que j'ai pu lire dans vos différents commentaires sur les intérêts divergents entre les Français et les Italiens, question d'Alexis Ben de Carvo, les intérêts français et italiens en Libye ne sont pas convergents. Alors, ça dépend de la date à laquelle on y fait référence. Ils sont beaucoup plus convergents aujourd'hui qu'ils n'ont été par le passé. Si l'on reprend un peu, très rapidement, la geste de la manière dont la diplomatie française a perçu, en tout cas depuis les 2 dernières années, sa volonté de se positionner sur le processus de stabilisation, en faisant venir les différentes parties, 2 fois à Paris, comme je disais précédemment, la Celle Saint-Cloud en mai 2018, sommet de l'Élysée en juillet 2019, souvenez-vous ces images, où successivement le président Macron accueillait Fayez El-Sarraj, Premier ministre du gouvernement d'accord national, et le maréchal Khalifa Haftar par ailleurs. Entre les deux, les Italiens ont fait de même en invitant tout le monde, même si tout le monde n'est pas venu, ou là aussi la France a pu peut-être jouer un élément perturbateur lors de la conférence de Palerme en novembre 2018. Néanmoins, beaucoup de choses ont changé avec la volonté de la France de tenir compte d'un agenda politique européen qui l'a contraint. Premièrement, il n'y aura plus la chancelière Angela Merkel à partir du 26 septembre prochain. Est-ce que Armin Laschet, qui vraisemblablement, vu la remontée en puissance de la CDU, ou Annette Barlenbock, la chef des Verts, si c'est elle, mais encore une fois, elle a perdu beaucoup de plumes, si j'ose m'exprimer ainsi, auront-ils la même vision, la même capacité, la même volonté de positionner la diplomatie allemande sur ce sujet? De ce point de vue, la France espère se rapprocher de l'Italie. Le président Mattarella était en visite d'État à Paris hier et avant-hier pour préfigurer ce qui est le pendant du traité d'Aix-la-Chapelle, donc le traité du Quirinal, qui devrait voir le jour cette année. Et je peux vous assurer, pour avoir beaucoup de contacts au sein de la diplomatie italienne, que la convergence est nettement plus forte qu'elle n'a été par le passé, même si évidemment chacun y va de son propre intérêt. Il n'échappera à personne que quand un ministre des Affaires étrangères italien, Luigi Di Maio, se rend à Tripoli, il est flanqué du PDG de l'ENI, Claudio Descalzi, ce qui n'est pas le cas quand Jean-Yves Le Drian se rend à Tripoli. En l'occurrence, il faut avoir à l'esprit que la symétrie que j'évoque peut être visualisée dans une image le 25 mars dernier, où les 3 ambassadeurs, Ecomas, les 3 ministres des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères allemand, Ecomas, Jean-Yves Le Drian pour la France et Luigi Di Maio, ont montré ou renouvelé leur volonté de travailler de concert. L'agenda est favorable. La présidence française du Conseil de sécurité des Nations Unies commence le 15 juillet prochain, pour 1 mois. Donc, elle a une fenêtre d'opportunité. Encore une fois, cette présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies est tournante, mais elle préfigure aussi la présidence française de l'Union européenne. Ne l'oublions pas,
premier semestre 2022, avec la concomitance de la présidence de l'Union africaine assurée par le président Macky Sall pour 2022-2023. Là aussi, la convergence entre les deux pays et de part et d'autre de la Méditerranée sera sans doute une opportunité, puisque ça fait bien longtemps que la présidence de l'Union africaine n'a pas été assurée ou assumée par un président ouest-africain avec lequel nous partageons un certain nombre de points de vue, notamment la concomitance entre l'agenda méditerranéen, l'agenda de la stabilisation sahélien et donc de facto la stabilisation de la Libye qui a pu perturber l'un et l'autre. Et puis, n'oublions pas aussi que la présidence du G20 est assumée par l'Italie au moins jusqu'à la fin de l'année, début 2023, et que les Italiens entendent bien, durant les 6 prochains mois, montrer leur détermination à s'ancrer comme un élément de stabilisation qui engage d'autres partenaires européens. La France a décidé, après la visite du président Al-Menfi à Paris, de réouvrir son ambassade, sauf qu'elle n'est toujours pas réouverte. Donc cette ambassade qui avait été fermée en 2014. Dans la foulée, la Grèce, avec le président Kyriakos Mitsotakis, a également indiqué qu'elle souhaitait réouvrir son ambassade et singulièrement comme une forme de boutade vis-à-vis ou de provocation vis-à-vis du Tripoli, d'ouvrir un consulat général à Benghazi. Et depuis quelques jours, il y a un nouveau consul général italien à Benghazi en la personne de Carlo Battoli. Donc il y a, je crois, une convergence sans doute bénéfique qui fait que la position de la France n'est plus univoque, ou elle n'est plus contraire aux intérêts d'autres pays européens. Peut-être suis-je trop diplomate, mais après tout, j'ai travaillé pour l'administration française, donc je veux croire que la convergence sur ce dossier entre la France et l'Italie s'inscrit aussi dans une forme de partenariat bien compris. Et je vais terminer par cela, en évoquant ce qu'on évoque souvent, à savoir que l'intérêt de la France pour la Libye se situe à la frontière, là où elle est engagée militairement, l'occurrence au Niger et au Tchad. Il en sera question lors du sommet de N'Djamena d'après-demain, vendredi, sommet virtuel, mais néanmoins sommet réunissant les pays du G5 Sahel avec une forte incidence tchadienne, puisque le président Mahamat Idriss Déby était à Paris il y a quelques jours et que le président nigérien Mohamed Bazoum sera à Paris, à côté du président français, à l'Élysée pour ce sommet hybride virtuel, je ne sais plus comment on peut l'appeler. On appelle ça le sommet de N'Djamena, en fait, c'est plutôt le sommet de l'Élysée. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Et bien évidemment, avec le fait que les Italiens entendent aider et se montrer parfaitement complémentaires avec le dispositif militaire français au Sahel. L'Italie est devenue de facto notre plus légitime et plus fidèle partenaire au sein de la Task Force Takuba. Le ministre de la Défense, Lorenzo Guerini, a confirmé l'envoi de 200 forces spéciales italiennes dans le cadre de Takuba, là où d'autres pays ont décidé de ne plus y participer. Je pense notamment à la Suède et à la Belgique. La nouvelle représentante de l'Union européenne pour le Sahel est une Italienne, cela aussi a son importance, collègue universitaire du reste, Emanuela Claudia Del Re. Et comme je le disais, l'Italie a ouvert ses dernières 5 ambassades tout autour de la Libye, puisque la prochaine ambassade italienne qui va ouvrir sera celle de N'Djamena, qui sera ouverte dans quelques jours. Donc tout ça pour dire que nous avons une opportunité unique, je crois, de repositionner l'agenda diplomatique, l'autonomie stratégique européenne, comme on dit désormais, en prenant appui sur l'agenda méridional, méditerranéen, qui est conforme donc à ce que je dis, présidence de l'Union européenne assumée par la France, concomitance avec notre plus fidèle partenaire dans cet espace ouest africain qui est en tout cas plus fidèle, en tout cas plus stable, qui est le président Macky Sall, et bien évidemment convergence avec le traité du Quirinal qui sera signé cette année, où il sera fortement question d'une parfaite symétrie, complémentarité, symbiose même, entre nos politiques étrangères. La conférence de Berlin, je vous rappelle, en tout cas l'implication diplomatique des Allemands a été demandée au mois d'août par le chef de mission
onusienne de l'époque, Hassan Salameh, et son bras droit de l'époque, qui est l'américaine Stephanie Williams. Donc les deux avaient demandé à Angela Merkel d'être l'Européen neutre, qui puisse déployer ses muscles diplomatiques et construire comme ça un processus qui vienne soutenir, appuyer les idées et l'initiative et l'effort de médiation de la mission onusienne telle qu'elle existait à l'époque. Là, je parle vraiment d'un processus qui a démarré en août-septembre 2019 et qui finalement a donné lieu à ce premier sommet du 19 janvier 2020. Et le premier sommet de Berlin n'avait pas eu un grand effet, puisqu'il n'a pas pu arrêter l'escalade très meurtrière de mars-avril 2020. Et puis après, quand les choses sont arrêtées début juin 2020, ce n'était pas parce que les diplomates de l'ONU ou les diplomates allemands avaient fait un travail génial. C'est simplement parce que les deux grands interféreurs dont on a parlé tout à l'heure, la Russie et la Turquie, avaient décidé qu'il était préférable, de leur point de vue, d'arrêter la guerre là où elle était, c'est-à-dire une présence russe au centre de la Libye et une présence aussi à l'est, et puis les Turcs avec leur implantation dans la zone la plus peuplée de Libye, la Tripolitaine. Ils se sont dit finalement, nos deux agendas peuvent éventuellement fonctionner, arrêtons-nous là et voyons ce que ça donne. Et puis, bon, si ça ne marche pas, peut-être qu'on va se taper dans la figure à nouveau dans le futur, mais pour l'instant, on est arrivé à une configuration qui est satisfaisante du point de vue d'Ankara et du point de vue de Moscou. Donc, finalement, le grand apport du premier sommet de Berlin, c'était d'aider à identifier les priorités, à structurer le dialogue qui a eu la possibilité d'avoir lieu à partir de cette accalmie de juin 2020 dont je parle et que je souligne depuis tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, il y a eu une valeur ajoutée. Et la preuve, c'est qu'il y a un moment historique, le 10 mars, qui est l'approbation parlementaire, donc ce vote législatif qui donne quand même une légitimité assez étonnante à un gouvernement unique qui soit reconnu à travers l'ensemble de la Libye. Certains ministères, pas tous, certains ministères ont même cessé d'exister à l'Est. Donc, il y a eu un moment d'espoir et une partie de cet accomplissement-là est effectivement imputable au travail des Allemands. Le problème, c'est que je ne peux pas dire la même chose par rapport à ce qui s'est passé depuis mars. Parce qu'en mars, Stephanie Williams est partie. Le mois de mars 2020, un an auparavant, Hassan Salameh était parti. Et puis ces gens-là ont été remplacés par un diplomate onusien de carrière. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui arrive avec une vision politique, c'est Yann Kubis ou Kubish. Et c'est quelqu'un qui considère qui n'est pas arabisant, qui n'est pas basé en Libye, qui ne s'intéresse pas au fait de faire du catch avec les Libyens pour jouer son rôle de médiateur et les pousser réellement à parler entre eux, à vraiment connaître leurs points faibles et leurs astuces pour les coincer et les obliger à aller un petit peu plus vers la paix, vers des compromissions, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Yann Kubich, il est vraiment, je disais ça même avant qu'il attrape le Covid, hein. Là en ce moment il est très malade. Donc finalement au cœur du processus de Berlin qui a continué à exister, ou en tout cas qui continue à essayer d'exister, au cœur il y avait des chefs de mission onusiennes qui étaient vraiment très proches du peuple libyen, qui connaissaient bien le dossier, qui avaient bien compris l'importance d'identifier une piste financière et économique qu'on puisse faire avancer en parallèle avec la piste sécuritaire et la piste politique. Tout ça, Yann Kubich s'en fiche éperdument, hein, ça ne l'intéresse pas. Il comprend, il a compris que les Américains insistent sur les élections, donc il parle des élections quand il a le temps, mais la piste financière et économique est complètement morte et enterrée depuis qu'il est arrivé. Et donc les Allemands ne peuvent pas être plus royalistes que le roi. Ils ne peuvent pas être plus catholiques que le pape.
Et au centre de la mission onusienne, il y a cette espèce de vide de volonté, de vide d'énergie, de désintérêt et de passivité. Donc, vous m'avez compris, je suis en train de vous dire que le sommet de Berlin a déçu. Il m'a déçu parce qu'il n'a pas brandi la menace de certaines sanctions contre différents spoilers, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des gens qui ont pour spécialité de venir gâcher les petits processus qui pourraient autrement produire de petites avancées. Aucun rappel du fait que la Libye est au bord d'une crise bancaire d'une gravité extrême, dont personne ne parle parce qu'on croit qu'on vit dans une espèce de monde parallèle où la Libye n'a pas besoin de système bancaire pour fonctionner, alors que les ménages souffrent de plus en plus. Le sommet de Berlin aurait pu insister là-dessus, aurait pu au moins clarifier le message, jouer son rôle de structurant du dialogue, de structurant des priorités, des thèmes, des mots-clés qui doivent être gardés à l'esprit. Et donc, juste après, ça a été suivi par cette espèce de grande débâcle, cette déconfiture à Genève, où le comité des 75, le fameux forum du dialogue politique libyen, se sont complètement divisés sous la forme de 2 ou 3 insurrections. Les vrais démocrates là-dedans se sont retrouvés complètement impuissants. La base constitutionnelle n'a pas du tout été choisie. On devait faire cela avant cette échéance du 1er juillet. Aujourd'hui, on parle évidemment par défaut du 1er août, comme si on avait trouvé la solution entre-temps. Le forum est extrêmement divisé. Il y a vraiment une atmosphère de polarisation, de cynisme de la part de, pas une seule faction qui vient gâcher tout, mais plusieurs factions qui, à chacune à leur manière, s'attellent et s'appliquent à gâcher ce petit espoir de choisir une base constitutionnelle pour essayer d'organiser les élections de décembre. J'attribue, et je le dis ouvertement, j'attribue une grande partie de ces échecs, non pas aux Allemands qui travaillent beaucoup, qui ont quand même une certaine crédibilité par rapport à d'autres Européens, notamment par rapport aux Français, qui ont été quand même à plusieurs égards très malhonnêtes pendant l'offensive de 2019-2020. Et ce petit apport des Allemands ne sert à rien, puisque il y a ce cratère vide au cœur de l'ONU, malheureusement. Ça, c'est un énième problème qui vient de se rajouter aux milliards de problèmes de la Libye. C'est très triste, mais on ne peut pas avancer avec ce genre de mentalité, je ne pense pas. Si on écoute le Premier ministre Dabaiba qui l'a annoncé ou qui s'est engagé à ce que ces élections aient lieu d'ici le 24 décembre, on peut lui accorder le bénéfice du doute. Néanmoins, comme l'a dit Jalal, entre Berlin et les différents atermoiements des derniers jours à Genève, je doute néanmoins que ce soit vrai. Un certain nombre d'écueils et d'obstacles se trouvent sur le chemin de ces élections. Je l'ai évoqué précédemment. Sur quelle base constitutionnelle aurons-nous le temps, enfin les Libyens auront-ils le temps, d'ici octobre, de procéder à un référendum dont il paraît un peu spécieux de l'imaginer, puisqu'on ne sait pas sur quelle base de recensement? Est-ce que ces élections, s'il n'y a pas de référendum, se tiendront sur la base de la constitution provisoire du 3 août 2011? Certains disent il faut revenir à la constitution de la Jamaria arabe libyenne de 1977. Bref, sur quelle base constitutionnelle doit-on appuyer ce dispositif? S'il n'y avait que cela, il y a 3 éléments qui, pour l'instant, évidemment, bloquent le processus, 4 éléments, bloquent le processus, le calendrier sur lequel, entre guillemets, tout le monde s'est accordé à penser qu'il était réaliste d'ici le 24 décembre. Premièrement, la réunification de la Banque centrale, ça a été évoqué par Jalal, c'est important, 94% des fonds qui payent la très grande
la très grande quantité de fonctionnaires provient de la Banque centrale. Or, pour l'instant, cette Banque centrale n'est toujours pas réunifiée. Un établissement d'un commandement militaire unifié, il aurait dû en être question, notamment depuis la mise en place de ce comité 5+5, donc rassemblant l'armée nationale libyenne, qui n'est pas reconnue comme une armée, et les représentants du gouvernement d'accord national et des armées de gouvernement national, donc qui, pour certains, sont plus considérés comme des milices qu'une armée nationale. Certains, d'ailleurs, voient le fait que, plutôt que de réaliser le dernier élément, c'est-à-dire celui qui devrait être engagé à travers les résolutions 2570, 2571 d'avril 2021, c'est-à-dire le départ de toutes les forces étrangères, certains disent que si ce n'est pas faisable, à ce moment-là, pourquoi ne pas réintégrer dans une armée nationale un certain nombre de ces éléments, puisque c'est la proposition qui vraisemblablement a été défendue par le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, dans une confrontation assez forte avec son collègue ministre des Affaires étrangères égyptien, Choukri. Là aussi, est-ce que cet élément n'est pas l'élément perturbateur le plus essentiel? Évidemment que la ministre des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouche, a évoqué le fait que quelques jours après le sommet de Berlin, 300 mercenaires syriens de part et d'autre devaient être rappelés. On est quand même très loin des chiffres, comme Jalal et moi le précisaient tout au long de cette conférence. Et puis, il y a un autre élément qui est important à avoir à l'esprit. Qui aura le droit de se présenter à l'élection présidentielle? Est-ce que, évidemment, ce sont ceux qui ont fait partie du précédent gouvernement, et je pense notamment à l'ancien ministre de l'Intérieur, Fatih Beşşaga, qui mène à grand train une campagne de lobbying autant européenne que internationale, russe et américaine, bien évidemment le maréchal Haftar, ou de nouveaux venus, je pense, pas de nouveaux venus, des gens qui veulent s'immiscer dans le dispositif, Aref Ali Nayed, par exemple, l'ancien ambassadeur de Libye aux Émirats arabes unis, qualifions-le de philanthrope ou de théologien ou d'universitaire, il a plusieurs casquettes, ou bien évidemment Saïf al-Islam, qui souhaiterait se présenter, avec néanmoins, comme l'a rappelé Fatou Bensouda, l'ancienne procureure de la Cour pénale internationale, et confirmé par son successeur Karim Khan, un certain nombre d'éléments qu'il va falloir à un moment ou à un autre prendre en compte. On ne peut pas construire un pays, on ne peut pas procéder à une élection présidentielle si un certain nombre de faits ne sont pas jugés. Et le principe de la réconciliation et de la stabilisation passe par un processus de justice transitionnelle. Les tombes qui sont découvertes, notamment celles qui ont été découvertes à Tarhouna encore récemment, font l'objet ou pourraient faire l'objet d'incrimination devant la Cour pénale internationale, invalidant peut-être un certain nombre de candidats que j'ai évoqués précédemment. Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup de préalables pour la tenue de ces élections, avec évidemment l'intérêt de la part des puissances extérieures de favoriser une forme de statu quo. Ça a été évoqué, ce n'est pas une configuration à 2 acteurs, mais sans doute à 3, peut-être même à 4, si on y rajoute le fait que les États-Unis soient revenus dans la danse et que d'une certaine façon, la Libye pourrait être une monnaie d'échange entre la Russie et les États-Unis. Si la Turquie est trop exigeante sur un certain nombre de conflits, je pense notamment au conflit syrien, il pourrait y avoir une forme d'acceptation de son rôle en Libye, et de ce point de vue, j'abonde dans l'idée que là, pour le coup, autant je vois peut-être, vous me corrigerez d'ici quelques mois, une ambition ou en tout cas un rabibochage franco-italien, je vois quand même des divergences entre la France et l'Allemagne, notamment dans son rapport à la Russie ou dans son rapport à la Turquie. Disons que le rapport à la Russie que nous avons essayé, nous, Français et Allemands, d'instiller au niveau de l'Union européenne ne fait pas consensus, loin s'en faut, et que la relation que nous avons avec la Turquie, beaucoup plus offensive, comme l'a rappelé Jalal, puisque nous avons toujours considéré que la Turquie était le cheval de Troie au sein de l'OTAN, n'est pas du tout partagée par les Allemands, qui, il y a encore quelques jours, sont en train de livrer des sous-marins aux forces armées turques, montrant qu'il y a sans doute un hiatus de plus en plus évident dans la manière de traiter la conflictualité ou
le pro-activisme turc dans cette partie du continent africain. Je partage l'avis et j'abonde dans le sens qu'il faut regarder à beaucoup plus long terme que ne le font les diplomaties occidentales la gestion du dossier libyen. On a eu tendance à le compartimenter sur la dimension de son impact sécuritaire vis-à-vis du Sahel. Pourquoi? Parce qu'il y a deux pays auxquels nous sommes particulièrement attachés, dont la stabilisation nous est particulièrement chère, évidemment le Niger et le Tchad, ô combien le Tchad, eu égard aux interactions depuis 30 ans entre les mouvements de rebelles qui y trouvent refuge ou qui y trouvent la main qui les nourrit et qui les finance pour aller faire le coup de feu à Djamena. Et puis, bien évidemment, la question migratoire qui a pu, par le passé, c'est vrai, guider davantage la diplomatie étrangère italienne, la politique étrangère italienne, que la manière de se positionner sur le plus long terme. Je crois, encore une fois, avec le gouvernement Draghi, que c'est en train de changer et qu'il faudra regarder les grandes dynamiques qui font qu'évidemment les entreprises pétrolières, gazières italiennes ont parfaitement compris la nécessité de mettre les œufs dans plusieurs paniers, pas seulement dans une confrontation aimable ou en tout cas commerciale entre Total et Eni, mais bien évidemment dans des coopérations de plus en plus fortes entre Eni avec Lukoil russe, avec Gazprom, ou bien évidemment avec la société gazière et pétrolière Botaz turque. D'abord, je vous remercie d'indiquer comme ça un intervalle temporel. C'est vrai, vous avez raison, c'est en termes de plusieurs années qu'il faut réfléchir et ne rien attendre disons, en 2021, par exemple. Pourquoi? Parce que le seul État suffisamment gros pour pouvoir justement influer sur le comportement des uns et des autres, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, l'administration de Biden n'a pas envie de déployer les moyens coercitifs, violents, qui sont nécessaires pour faire bouger des tueurs russes. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Encore une fois, ce sont des gens qui n'existent pas, c'est-à-dire qui n'ont pas une présence avouée. Et donc, souvent, la seule manière d'influer un petit peu sur le comportement de la mission russe, telle qu'elle existe aujourd'hui en Libye, c'est d'en tuer plusieurs dizaines. C'est évident aujourd'hui en juillet, Biden est arrivé en janvier, aujourd'hui on connaît son langage corporel, ses priorités, pour tout de suite reconnaître qu'il ne va sans doute pas s'amuser à commencer un conflit en terre libyenne, priorité tertiaire des Américains, pour aller faire du mal à la Russie, alors qu'on a bien compris que voilà, qu'il est complètement dans un registre différent avec Poutine. Il veut pouvoir se concentrer sur la Chine et non pas agiter la barque avec la Russie. Donc, à partir du moment où on ne tue pas de Russes, c'est le seul moyen de les faire partir. Les sanctions économiques, ça ne ferait aucune différence. Je veux dire, le Wagner est enseveli je parle des dirigeants, enseveli de sanctions économiques. La Russie, en tant qu'État, aussi. Donc, soit on en tue 100 ou 200, voire un peu plus, et on les fait partir de cette façon-là, soit ils restent. Hein, c'est très simple. Ce ne sont pas des gens qui font dans la dentelle. À partir du moment où les Russes restent, et c'est le corollaire de ce que je viens d'indiquer, eh bien, a fortiori, on ne voudrait pas qu'ils étendent leur empreinte territoriale, et donc, a fortiori, le seul État membre de l'OTAN disposé à faire cela, disposé à se salir les mains et faire cela, et jouer ce rôle, d'ailleurs, il en est très heureux, c'est la Turquie. Donc, simplement en regardant les priorités et l'attitude des États-Unis d'Amérique, on peut prouver par A plus B que personne ne va partir. Et même les 300 qui ont été évoqués par Najla Mangouche, 300 c'est rien. Si on regarde juste le turnover qui doit exister pour maintenir une mission de cette taille-là, il y a forcément 115, 125 qui partent, qui reviennent, ça ne veut strictement rien dire. Donc, personne ne s'en va en 2021. Après, il y a, je pense qu'il y a déjà
des signaux, des indices qui montrent que finalement, parce que la présence turque est en grande partie, pas entièrement, mais en grande partie avouée, c'était peut-être plus judicieux de la part d'Erdogan de lancer une intervention militaire avouée, visible, ouverte, officielle, observable en 2020. Aujourd'hui, ça commence à être embêtant parce que il y a beaucoup de Libyens en Tripolitaine, même des Libyens d'origine turque, qui n'aiment pas du tout cette idée de présence étrangère. Donc, d'un point de vue politique, oui, effectivement, ils ont 20 drones. Oui, effectivement, ils ont des pistes d'atterrissage, ils ont des systèmes de défense antiaérienne, etc. Mais ça, à la longue, plus le calme persiste, plus ce sera difficile de gérer les divisions libyennes, l'antipathie de certains Libyens et pouvoir maintenir tout cela. Donc, surtout si le calme persiste. Donc, je vois un petit peu des petites fissures dans cette aventure turque. Et par contre, du côté russe, je vois absolument aucune possibilité qu'il s'en aille. C'est un pays juste trop pauvre pour reculer devant des atouts stratégiques aussi précieux. C'est un pays peut-être un pays riche ferait cette bêtise de partir, de tourner le dos à des véritables diamants comme la base de Joufra ou la base de Al-Khadr. Mais ces bases ont été offertes aux Russes par les Émirats, par les Libyens. La Russie est un pays trop dur, trop appauvri pour jeter cela et rentrer chez elle. Elle va rester. Donc voilà, moi je ne vois pas de départ, je vois juste un petit effritement turc d'ici, disons, 2-3 ans. De mettre une chronologie à tout ça. Hein. La Turquie d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de 2023. Hein. Il y a des élections en Turquie. Le président Erdogan est certes populaire, mais il a une situation économique qui obère beaucoup la vie des 110 millions de Turcs. Le maire d'Istanbul, le président, sans doute le candidat du CHP, Ekrem İmamoğlu, est de plus en plus populaire. Je ne suis pas certain que la politique étrangère offensive, l'activisme agressif de la part de la Turquie soit du goût de celui qui pourrait succéder au président Erdogan. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, ne pas oublier non plus que les États-Unis n'ont pas intérêt à s'opposer à Wagner pour une autre raison. C'est qu'ils soutiennent le même allié certes compliqué, mais bien évidemment, les États-Unis, en tout cas jusqu'à présent, je rappelle que le président Donald Trump a peut-être une diplomatie qui est un petit peu différente de celle de Joe Biden, mais jusqu'à preuve du contraire, les tentatives d'externalisation de l'influence américaine vis-à-vis de la Libye ont amené des SMP américaines à se rapprocher aussi de celui qu'ils soutenaient. Je pense notamment à la tentative ubuesque qui a échoué, gros guignolesque si j'ose dire, s'il n'y avait pas eu évidemment quelques victimes de Eric Prince qui avait tenté de positionner Blackwater aussi aux côtés du maréchal Haftar pour les mêmes raisons et avec la même ambition, c'est-à-dire la justification de la lutte contre les groupes armés terroristes et notamment la tentative d'enquistement, de réenquistement de Daesh à partir de 2014-2015. Donc, je partage le point de vue que ce n'est pas demain que les troupes étrangères et les nombreuses troupes étrangères font référence, surtout si on n'est pas d'accord sur les chiffres. L'ONU brandit comme ça des chiffres, 20 000 personnes qui doivent quitter le territoire. Encore une fois, s'agit-il aussi des Soudanais? S'agit-il aussi des Tchadiens? Alors la France voudrait que cet agenda, et d'ailleurs elle l'a précisé comme tel à Berlin, que l'on implique et que l'on focalise sur le soutien qu'a pu apporter. Mais encore une fois, je vous incite à la lecture de l'excellent article de Rémi et de Jalal là-dessus, en rappelant que parfois les mouvements rebelles soutiennent l'un, puis passent d'un soutien à l'autre très rapidement. Le Front pour l'action et la coordination, le front pour l'alternance et la concorde au Tchad, donc de Mahamat Ali, a soutenu d'abord, ou a été soutenu d'abord évidemment par les Misratiens en 2016. Tu me corrigeras si je me trompe, mon cher Jalal, puis
on l'a retrouvé sur la base de Gariane, à côté, justement, des supplétifs de Wagner, de l'armée nationale libyenne et des Émiratis, ce qui fait dire à certains qu'in fine, ce ne sont pas les Turcs, comme on a pu le lire, qui auraient soutenu la rébellion contre la France ou contre l'ami de la France, mais bien nos propres alliés, en l'occurrence la Russie, les Émirats arabes unis, qui auraient soutenu une rébellion qui a chassé et singulièrement tué le maréchal Idriss Déby Itno le 20 avril dernier. Donc vous voyez que la complexité de tout ça fait que je ne suis pas certain que c'est dans l'intérêt de tout le monde que les troupes étrangères s'en aillent. Je crois même que ce n'est pas forcément dans l'intérêt de plusieurs pays européens pour les mêmes raisons que ça a été évoqué par rapport à la Russie et à la Turquie. Donc les élections, partant du principe, ne pourront sans doute pas se tenir le 24 décembre. Et après tout, puisque Jalal a eu ce propos fort peu diplomatique, mais ô combien réaliste, l'ONU ne jure que par l'élection. L'élection ferait que tout est réglé. Il faut un processus électoral en République centrafricaine et d'un coup, de baguette magique, les mouvements rebelles vont disparaître. Force est de constater qu'on en est très loin avec le CPC qui continue de saigner la population autour de Bangui. Il faudrait des élections au Mali qui régleraient tout. On a réélu le président Ibeka qui ensuite a été déposé par les militaires. Il faudrait des élections au Tchad. On a vu que quelques jours après, le maréchal Déby tombe. Est-ce que les élections en Libye vont régler quoi que ce soit? Je n'en suis pas certain. Tout ça, encore une fois, c'est du narratif onusien. J'ai rien contre Jan Kubitsch, j'avais rien contre Stéphanie Williams, encore moins contre Ghazam Salamé, mais force est de constater que l'ONU n'a pas forcément été le meilleur acteur, le meilleur stabilisateur face aux perturbateurs, comme ça a été évoqué par Jalal. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup pour ces interventions. Je vais donc lire les questions qui ont été posées dans le chat et il nous reste une dizaine de minutes. Si moi-même j'ai le temps, j'en aurai peut-être une. Donc la première question, c'était sur est-il fantaisiste de parler d'une probable intervention militaire égyptienne en Libye? On a parlé des gros pays voisins éloignés, comme vous le disiez, Monsieur Arkaoui. Donc est-ce qu'on va revenir un peu dans la région et parler de l'Égypte, si vous voulez bien? Très rapidement sur l'Égypte, il y a un moment qui est important, en tout cas un moment que je trouve être une illustration utile. C'était le 20 juin 2020, quand le président Abdel Fattah al-Sisi était allé justement en Égypte occidentale dans le cadre d'une base pour donner un discours et affirmer une ligne rouge. Il a dit que Sirte et Joufra étaient une ligne rouge. Donc, Sirte, c'est au plein milieu de la côte libyenne. Et à partir du moment où il a dit ça, il y a beaucoup d'analystes, de chercheurs qui ont quand même la tentation de se laisser aller à une espèce de nostalgie pour la grande Égypte d'il y a 70 ans. Et qui ont dit, ah voilà, le dinosaure se réveille, l'Égypte va intervenir au sol, va envoyer des soldats affronter la mort sous des missiles turcs. Donc ça, c'était quelque chose qui a vraiment cristallisé beaucoup l'imagination au mois de juin de 2020. Et avec le recul, on se rend compte de ce qui s'est passé. L'Égypte, évidemment, serait intervenue s'il y avait eu un dépassement de la part de la Turquie de cette fameuse ligne rouge. C'est vrai que si la Turquie était arrivée à Ajdabiya ou à Benghazi, il y aurait eu un éveil égyptien, peut-être, sans doute. Mais ce qui est le plus important de se rappeler ici, c'est le fait qu'il y a une ligne rouge, effectivement, qu'elle a été respectée, effectivement, qu'elle a été respectée en raison de la menace de l'usage de la force. Mais tout ce service-là, toute cette fonction de rempart militaire a été rendue non pas par les Égyptiens, non pas par les Libyens, non pas par les Émiratis, mais par les Russes. La raison pour laquelle le discours a été donné avec autant d'assurance, c'est parce que le travail était déjà fait et qu'il allait être fait par des Russes. Donc voilà, ça c'est aussi un moment de politiquement non correct, mais l'Égypte veut s'occuper de dossiers comme l'Éthiopie. L'Égypte ne souhaite pas, ne voit pas, elle a compris, elle avait
elle était contre l'offensive contre Tripoli. Hein. Dès 2018, elle avait exprimé son opinion de manière extrêmement claire. Son opinion a été complètement ignorée par les Émiratis, qui sont beaucoup plus riches que l'Égypte. L'offensive a eu lieu et ce que craignait l'Égypte a eu lieu. Donc maintenant, les Turcs sont à Tripoli. L'Égypte est adulte. Elle sait que ce qui s'est passé et qu'on ne peut pas le défaire. Elle ne va pas aller en guerre en Tripolitaine. Donc, il n'y a pas de désir de guerre de la part de l'Égypte. Et si l'Égypte est capable de faire la guerre à l'extérieur de ses frontières, ce qui n'est pas évident parce qu'elle ne l'a pas fait depuis très longtemps, elle le fera en Éthiopie. C'est une priorité beaucoup plus élevée pour elle. Il y a un calme aujourd'hui en Libye. Il y a un effort de reconstruction. Il y a la possibilité de recréer des postes pour les travailleurs égyptiens. Des centaines de milliers de postes, donc, ou d'opportunités de commerce ou des choses comme ça. Donc, pourquoi faire la guerre? Il faudrait vraiment qu'il y ait une catastrophe en Cyrénaïque, et c'est possible, hein, ce n'est pas à exclure, pour que l'Égypte entre. Je vous remercie. Monsieur Dupuy, si vous souhaitez répondre. En complément, non, mais ce qu'a dit Jalel est limpide. Je crois que l'agenda algérien, en termes d'ingérence extérieure, rendu possible par la réforme, je crois que c'est l'article 91 à vérifier, de la Constitution, est plus vers le sud et non pas vers l'est. Et je crois précisément que les forces armées égyptiennes sont beaucoup plus préoccupées par le remplissage du barrage de la Renaissance, et que dans le livre blanc égyptien, il est bien précisé que si une guerre devait voir engager les forces égyptiennes, ce ne serait pas au Yémen, ce ne serait pas en Libye, mais ce serait contre l'Égypte, parce qu'il en va des 85-90% de la population qui vit et qui dépend du fleuve du Nil. Et je crois que les forces armées égyptiennes n'ont pas la capacité de faire la guerre sur plusieurs fronts. La France n'a même pas la capacité de le faire sur plus de 3 opérations extérieures. Imaginez l'Égypte qui serait évidemment acculée et peut-être obligée de faire appel à des partenaires étrangers, ce qui rabaisserait la capacité du Raïs et du président Al-Sisi de montrer qu'il a une politique étrangère, qui n'a pas besoin de ses forces armées pour s'exprimer. Ayons à l'esprit que l'affaiblissement actuellement de la position saoudienne à Washington, avec la fin de non-recevoir du président Biden vis-à-vis de Mohamed Ben Salman, rend un énorme service à Mohamed Ben Zayed, son léger aîné, et ce qui évidemment permet à l'Égypte de jouer la carte de la stabilité et de la nécessité pour les États-Unis de se souvenir que pour la profondeur stratégique qu'est la leur en Méditerranée orientale, il faut certes bien s'entendre avec l'Israël, mais aussi aider l'Égypte. Donc je ne vois pas évidemment l'Égypte aller dans cet aventurisme militaro-guerrier. Merci. Je prends la deuxième question. Je fais un peu vite. On reste sur les voisins régionaux. On a une question pour savoir quel serait le rôle du Maroc dans une sortie de crise, plutôt d'un point de vue diplomatique qu'interventionniste, du coup, pour ce fois-là. Alors, je répète ce que j'ai dit, la position du Maroc, au-delà du langage officiel du palais du Marsène, est évidemment de ne pas être dans l'ingérence, d'offrir une capacité de médiation, de facilitation. Ce fut vrai à partir de 2015, octobre 2015, jusqu'en décembre, permettant à Skirat, après les accords de Skirat, d'étayer la mobilisation internationale autour donc de l'arrivée au pouvoir de Fayez El-Sarraj à Tripoli en mars 2016. Rebelote avec la volonté de consolider les 2 cessez-le-feu, premier cessez-le-feu du 20 août, puis le deuxième cessez-le-feu du 23 octobre, en réunissant à Bouznika 2 fois entre les deux, donc en septembre, puis à la fin octobre, début novembre, donc dans cette session balnéaire, un certain nombre de belligérants parlementaires. Quant à Genève, ce sont des belligérants entre guillemets militaires, mais la diplomatie marocaine a une autre ambition. Elle est triple. Premièrement, ennuyer un peu les Allemands. J'ose dire que c'est depuis la tension qui s'est créée depuis mars dernier entre les diplomaties marocaines vis-à-vis de l'Allemagne, puis marocaine vis-à-vis de l'Espagne, le Maroc veut faire payer l'Allemagne le soutien à un certain nombre d'activistes salafistes sur son territoire, que certains disent travailler avec les services de renseignement allemands. Cela passe très mal à Rabat. Donc la première volonté, c'est d'être un élément perturbateur tout en offrant une capacité de dialogue à tout le monde. Deuxième élément, le Maroc a besoin d'abonder dans la décision américaine
du 10 décembre dernier, c'est-à-dire de la reconnaissance jusqu'à présent non remise en cause par l'administration Biden de la marocanité du Sahara, qui est liée aux accords d'Abraham. Et donc, d'une certaine façon, le Maroc peut offrir aux Émirats arabes unis ou un certain nombre de pays qui soutiennent ce processus de normalisation avec l'État d'Israël aussi une capacité de complémentarité diplomatique. Et puis, troisième élément, c'est évidemment l'agenda africain du Maroc. Le Maroc est revenu le 31 janvier 2017 au sein de l'Union africaine après 33 années d'absence. Elle aspire à intégrer la CEDEAO. Quoi de mieux que de faire office de médiateur ou de facilitateur pour des pays africains qui espèrent aussi une sorte de régionalisation du processus. On a oublié d'évoquer le fait que officiellement, l'Union africaine devrait être aux premières loges. Le président Sassou Nguesso du Congo a été invité à Berlin. Tout le monde sait que le processus n'a aucune espèce de réalité, mais officiellement, c'est bien l'Union africaine qui doit aussi s'intégrer ou s'impliquer dans le processus. Donc le Maroc essaye de jouer cela, et c'est la raison pour laquelle il y a une sorte de jeu de billard à plusieurs bandes où les Algériens veulent caviarder, si vous m'autorisez l'expression, toute velléité diplomatique dans ce sens, et où les Marocains veulent montrer que eux, contrairement au président Tebboune, ne sont pas dans une agressivité, notamment à la frontière, mais sont bien évidemment un acteur de deuxième rideau. Et le processus de la non-indifférence ou de la non-ingérence, ou la volonté sans cesse répétée de la part de la diplomatie américaine, de la part de la diplomatie marocaine, en disant qu'il n'y a aucune arrière-pensée derrière le positionnement du Maroc, fait évidemment et confirme que en fait, les Marocains ont beaucoup d'arrière-pensée en utilisant leur capacité d'essayer de ramener tout le monde au Maroc dans une dimension africaine plus qu'européenne ou internationale. Merci. Monsieur Arkaoui, vous souhaitez compléter? Non, j'ai juste une petite différence, c'est que le Maroc souhaite beaucoup de choses sur la Libye, mais je voudrais quand même préciser le fait que ces déclarations de Bouznika ne sont pas reconnues par les Américains, elles ne sont pas reconnues par l'ONU, elles ne sont pas reconnues par grand monde. Donc, effectivement, on a parlé du fait que l'Algérie avait zéro incidence sur la Libye. Mais le Maroc n'en a pas beaucoup non plus. Et je voulais juste dire cela. Ce n'est pas parce que l'on souhaite avoir un effet que l'on a un effet. Il y a beaucoup de gens beaucoup plus gros que le Maroc déjà en train de fléchir leurs muscles en Libye. C'est une cuisine où il y a déjà beaucoup de cuisiniers. Donc, on a l'impression que tout ce que touche le Maroc est forcément réussi. Il y a eu beaucoup de va-et-vient. Voilà, si effectivement il y a un changement des têtes d'institutions souveraines comme la Banque centrale en 2021, ce sera une énorme réussite pour le Maroc. Pas parce que le Maroc y tient beaucoup, mais ça voudra dire que finalement, les déclarations de Bouznika auront été mises en application. Mais je ne pense pas. Merci. Je prends une ou deux petites dernières questions, je fais vite. La question qu'on a en dernier, c'est en cas de défaite du président Erdogan aux élections de 2023, la future présidence turque continuerait-elle sa politique en Libye? Ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Et si on se projette un peu plus, quelles seraient les options concrètement d'un changement de présidence ou pas en Turquie? Pour très rapidement, pour ne pas opérer sur le temps, premièrement, ce n'est pas que sur la Libye qu'il y aura un changement. C'est qu'il y aura un changement en matière d'intérêt pour une politique néo-ottomane. J'aime pas trop cette expression parce qu'elle est un petit peu galvaudée. En tout cas, l'agenda du retour à ce qu'était l'Empire ottoman entre 1299 et 1920, le traité de Sèvres, me semble pas tout à fait le narratif des contendeurs de ceux qui pourraient prétendre à la magistrature suprême en Turquie. Je pense que la Turquie, un peu comme l'Iran, a utilisé la capacité de la politique extérieure comme un élément fédérateur pour montrer avec ses proxys en Syrie, donc de nouveau en Libye, peut-être demain dans les Balkans occidentaux ou en Somalie. Il faut ne pas oublier l'influence turque considérable aussi en Somalie, de ce point de vue-là. Je pense très sincèrement que ce ne sera plus une priorité, ou pas aussi une priorité que la politique étrangère de l'AKP, avec notamment cette politique frérot-musulmane qui a pu, après les printemps arabes,
conditionner un certain nombre de rapprochements entre l'AKP, entre le mouvement Tawazoul en Mauritanie, le mouvement du MSP en Algérie, le mouvement des Nada en Tunisie, tout ça est très bien documenté. Et je n'oublie pas bien évidemment la connexion très particulière qui fait qu'il peut y avoir aussi entre le PJD et l'AKP, le PJD marocain au pouvoir et l'AKP, un certain nombre de convergences. Donc voilà quelques éléments de complémentarité par rapport à ce que je veux dire. La Turquie vise à renouveler son hinterland maritime et son influence avant tout dans sa proximité. Et donc sa proximité, nonobstant l'accord du 27 novembre 2019, ça reste quand même les îles grecques, ça reste quand même Chypre, ça reste quand même la mer Noire, ou en tout cas la partie limitrophe qui posera, à mon avis, d'énormes problèmes à l'avenir, puisque le président Erdogan a rappelé que la patrie bleue, ce n'est pas seulement la Méditerranée orientale, mais c'est aussi la mer Noire intérieure. Et de ce point de vue-là, je serais beaucoup plus inquiet sur la volonté de revisiter un certain nombre de traités internationaux, notamment le traité de Sèvres, notamment le traité de Lausanne, notamment la convention de Montreux, qui me semblent être des sujets de préoccupation plus forts que le rôle qu'ils peuvent jouer ou qu'ils pourront jouer à l'avenir en Turquie. Je pense que, comme c'est, je crois, ce qui a été dit tout au long de la conférence, il y a un accord qui peut être trouvé entre les Américains et les Turcs via l'OTAN, que nous ne partageons pas tout à fait, et que de ce point de vue-là, cet agenda est maîtrisable, au moins jusqu'à ce que Erdogan se repositionne, si tant est qu'il soit battu en 2023. Je voudrais juste intervenir, c'est un complément, ce n'est pas du tout un désaccord. D'abord, c'est vrai que la présence en Libye n'est pas une aventure très populaire aux yeux de l'opinion publique turque, contrairement à la présence en Syrie. Cela dit, il n'y a aucun Turc qui meurt là, depuis un peu plus d'un an. Et imaginez-vous que d'ici, disons, 2023, le montant de contrats en cours en Libye atteigne effectivement le niveau de 10, 15, 20 milliards de dollars. On a beau arriver avec une opinion très anti-Erdogan, si cet aspect extrêmement réaliste et non pas idéologique, réaliste, c'est-à-dire bonne complémentarité en termes énergétiques et une capacité à se faire payer pour être présent et avoir des dizaines de milliards de business en cours, et que pour que ces chantiers continuent, il faut rester un petit peu présent militairement, le successeur d'Erdogan, il a beau détester Erdogan, il va dire « Ah, je suis contre la présence en Libye, mais nous allons revisiter tout cela dans un an. » Et puis après, ce sera dans un an, ce sera 2 ans après, et puis après, ce sera comme Chypre. C'est-à-dire que personne n'est parti, malgré les différentes opinions, les différents présidents de tel bord, tel autre bord. Les décennies se sont écoulées et personne n'est parti. Voilà, je pense qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a une composante idéologique qui a été soulignée par Emmanuel et qui est tout à fait réelle, qui est absolument indéniable, mais il y a aussi un aspect tout à fait réel politique, financier, énergétique, qui a du sens. Et à partir du moment où quelque chose a du sens d'un point de vue objectif, on a du mal à plier bagages et partir, parce que ça voudrait dire perdre beaucoup d'argent. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup, pour pas trop empiéter. Je laisse Camille reprendre la parole pour les remerciements et les dernières informations sur Wera. Et personnellement, merci beaucoup pour cette conférence. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de dialoguer et de débattre avec Jalel. Merci beaucoup en tout cas.